En 1925, un homme lit un article de journal sur l'état de délabrement de la Tour Eiffel et sur le fait qu'il serait moins coûteux pour le gouvernement français de la démolir que de la réparer. À l'origine, la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889 à Paris et devait être démolie 20 ans plus tard. Mais en 1909, les Parisiens s'étaient habitués à leur nouvel emblème et la tour est restée en place. Cet article a beaucoup fait réfléchir cet homme, Victor Lustig, et il a eu la brillante idée de vendre la Tour Eiffel et il l'a carrément fait, non pas une seule fois, mais 2 fois. Restez avec nous pour savoir qui est réellement cet homme et comment il a réussi un tel coup. Victor Lustig serait né en 1890 à Ostinė, une ville austro-hongroise. Serait parce que nous n'en sommes pas sûrs, car sa véritable identité reste un mystère, même aujourd'hui. Il a utilisé énormément de pseudonymes tout au long de sa vie et mentait fréquemment sur son identité. Les parents de Victor se sont séparés quand il avait 8 ans et l'ont envoyé vivre chez des proches. Comme vous pouvez l'imaginer, cette situation était très difficile pour lui. À l'âge de 12 ans, Victor décide d'arrêter l'école et s'enfuit. Il a commencé à vivre dans la rue, à voler et mendier pour se nourrir. En 1903, un événement a beaucoup marqué Victor et l'a poussé sur la voie du crime. Il avait 13 ans et essayait de survivre dans les rues de Budapest comme il pouvait. Un soir, alors qu'il fouillait désespérément les poubelles à l'extérieur d'un hôtel de luxe à la recherche de restes de nourriture, il a remarqué un couple qui se préparait à manger sur l'un des balcons de l'hôtel. Victor regardait les serveurs leur apporter des assiettes de nourriture les unes après les autres. Le couple n'a absolument rien mangé, il s'est directement dirigé vers la chambre à coucher. Le garçon était sans voix, il était en colère et bouleversé en même temps par cette situation. Il a vu comment certaines personnes vivent alors que lui était forcé de manger les restes des poubelles. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il ne se sentirait jamais coupable d'escroquer les plus fortunés que lui. Par la suite, Victor est monté en grade dans les arnaques. Il est passé du simple pickpocket à des larcins plus avancés, puis au cambriolage. À l'âge de 18 ans, Victor était déjà un maître dans tous les tours de cartes possibles et imaginables, ce qui lui a permis de tricher à des jeux comme le poker ou simplement d'arnaquer les gens dans la rue. Victor finit par se faire arrêter par la police et fait plusieurs séjours en prison. Victor était abattu derrière les barreaux. Il regrettait ce qu'il avait fait, la personne qu'il était devenu et voulait changer. Je plaisante. Les quelques mois passés derrière les barreaux n'entament guère son moral. Il est toujours motivé à avoir la vie qu'il veut et est prêt à tout pour ça. Comme beaucoup d'Européens de son époque, Victor a entendu des histoires sur l'Amérique, la terre de la promesse, et sur toutes les opportunités qui attendaient un homme intelligent et plein de ressources comme lui. Il est monté à bord d'un bateau et s'est rendu aux États-Unis pour devenir riche. Sur le bateau, il était blessé au visage par un homme car il flirtait avec sa petite amie, ce qui lui a laissé une cicatrice permanente sur le visage, mais il mentait sur la cause de sa cicatrice. Il s'est rendu compte que les bateaux à vapeur transatlantique comme celui-ci étaient des terrains de chasse parfaits car il y avait énormément de personnes riches à bord. Il passait une semaine à bord d'un navire qui traversait l'Atlantique pour dépouiller le plus grand nombre possible de passagers fortunés, puis il s'installait à bord d'un autre navire avec de nouveaux passagers. L'une des escroqueries les plus courantes qu'il pratiquait sur les navires consistait à se faire passer pour un producteur de musique prospère cherchant à investir dans une production de Broadway, ce dont les gens ne se rendaient compte qu'après avoir déjà investi. Victor a arrêté de faire ça à cause de la Première Guerre mondiale. On ne sait pas vraiment ce qu'il faisait durant la guerre, mais il n'a certainement pas participé au combat. Lorsque la guerre a pris fin, Victor s'est retrouvé à New York et il était bien loin du jeune sans-abri qui devait autrefois fouiller les poubelles pour trouver de la nourriture. Vêtu d'un beau costume sur mesure, d'une chemise en soie et d'un par-dessus en poil de chameau, il se présentait désormais comme le comte Victor Lustig et prétendait être un riche aristocrate en exil politique. Il avait tout ce qu'il fallait, l'élégance, sa façon de parler et se comporter. Il n'est donc pas surprenant que toutes les personnes qu'il a rencontrées aient été séduites par son charme. Il s'est réinventé une fois de plus et a créé un personnage parfait pour réaliser des escroqueries bien plus importantes. En 1919, Victor a rencontré et épousé une femme nommée Roberta, qui est restée avec lui même après avoir découvert qu'il n'était pas un comte et comment il gagnait son argent. Mais malheureusement pour Victor, sa vie personnelle a causé sa chute. Mais nous y reviendrons. Victor, toujours en quête de plus d'argent, décide d'exploiter la cupidité des Américains et il a eu une idée. Une machine à billets capable d'imprimer des billets de banque en double. Victor a donc fait fabriquer un grand nombre de ces boîtes par un menuisier qualifié à New York. Il a dit aux gens que tout ce qu'ils avaient à faire était de mettre un vrai billet de $100 à l'intérieur, mais avec un morceau de papier monnaie vierge.
de tourner la manivelle et d'attendre au moins 6 heures pour que la machine imprime une réplique exacte de votre billet de 100 sur le papier monnaie, vous laissant ainsi avec 2 billets de 100 identiques. Victor l'a appelé la Magic Money Box. Ce type de système est aussi appelé Tierley. Vous vous demandez certainement comment on peut être assez stupide pour tomber dans le panneau et acheter une telle machine. Victor était très intelligent et avait une stratégie pour vendre sa machine. Il allait à la banque et se procurait des billets de 100 $ tout neufs, ce qui signifiait que les numéros de série étaient dans l'ordre séquentiel. Il lui suffisait donc de gratter le dernier chiffre du numéro de série et de le réappliquer sur plusieurs billets, créant ainsi une pile de billets de 100 $ en apparence identiques. Il devait trouver un moyen de gagner la confiance des gens afin qu'ils achètent sa machine. L'une de ses victimes était un riche joueur. Victor lui a volé son portefeuille, puis le lui a rendu en prétendant qu'il l'avait laissé tomber. Victor a immédiatement donné l'impression d'être un honnête citoyen qui essayait juste d'aider, ce qui a fait baisser la garde de la personne, et Victor a utilisé cela pour engager la conversation et l'orienter subtilement vers sa tirelire magique. Victor devait montrer que sa machine fonctionne. Il a donc fait une démonstration devant sa victime. Il a inséré un billet de 100 $ dans la machine et comme il avait dit que l'impression se fait en 6 heures, cela lui donnait le temps de discuter avec la victime. Après ce temps, la machine contenait à la fois le billet de 100 original et un deuxième billet de 100 qui semble identique. En fait, Victor avait juste caché le deuxième billet à l'intérieur de la machine au préalable et il ne semblait identique que parce qu'il avait utilisé ses compétences en matière de contrefaçon pour changer les numéros de série afin qu'ils correspondent. Pour faire disparaître le moindre doute qui pourrait subsister, Victor allait dans une banque avec le nouveau billet et la banque confirmait qu'il s'agissait d'un billet authentique. C'était le cas puisque Victor n'avait en réalité rien imprimé sur du papier. La confirmation de la banque était généralement suffisante pour que la victime passe à l'achat. Victor a réussi à vendre de nombreux exemplaires de sa tirelire dans tout le pays pour des dizaines de milliers de dollars chacun. Et comme il avait dit que sa tirelire prenait 6 heures pour imprimer chaque billet de 100, il avait tout le temps de s'enfuir avant que sa victime ne se rende compte de l'escroquerie. Victor était à l'abri de la loi parce qu'aucune de ses victimes n'est jamais allée à la police ou ne l'a dénoncé. Vous ne pouvez pas vraiment vous adresser à la police et vous plaindre que votre machine à imprimer de la fausse monnaie n'a pas fonctionné comme annoncé. Mais il y a une femme très riche, Billie Mae Shable, à qui Victor avait vendu la machine qu'il a poursuivie par la suite. Elle l'a retrouvée, elle était pleine d'admiration pour son ingéniosité et lui a dit qu'ils devraient devenir partenaires dans le crime et travailler ensemble. Ils sont tombés amoureux, ils sont devenus amants et Victor a quitté sa femme pour être avec elle. Il regrettera plus tard cette décision. En mai 1925, après avoir lu l'article de journal sur l'état de délabrement de la Tour Eiffel, il a méticuleusement planifié l'escroquerie pour laquelle il est le plus connu aujourd'hui. Victor a d'abord utilisé ses nombreux contacts dans le monde criminel pour obtenir de faux papiers et de fausses accréditations du ministère français des Postes et Télégraphes qui était responsable de la Tour Eiffel. Ensuite, il s'est rendu dans un hôtel de luxe à Paris où il a réservé sa chambre en se faisant passer pour un fonctionnaire. De là, il a envoyé des lettres à 6 des plus grands ferrailleurs de Paris pour les inviter à l'hôtel afin de discuter d'une affaire privée qui, selon lui, était bien trop sensible pour être abordée en public. Une fois les hommes rassemblés dans la chambre d'hôtel de Victor, il a prononcé un discours soigneusement répété dans un français fluide, expliquant que le gouvernement avait l'intention de démolir la Tour Eiffel, mais qu'il ne voulait pas encore rendre la décision publique par crainte d'une levée de bouclier. Les ferrailleurs étaient comme de la pâte à modeler entre les mains de Victor et il savait exactement comment les manipuler. Tout d'abord, il les a fait se sentir importants en les mettant au courant du grand secret. Victor connaissait tous les détails, toutes les mesures correctes et même le nombre de rivets à l'intérieur de la Tour Eiffel. Il avait fait des recherches approfondies. Victor a terminé par le chiffre qui intéressait tous les hommes présents dans cette pièce, 7000. C'est le nombre de tonnes de fer de haute qualité récupérables qu'ils obtiendraient de la tour. L'auditoire de Victor était fasciné et considérait déjà qu'il s'agissait de l'affaire d'une vie. Sans surprise, ils lui ont tous présenté des offres scellées pour le projet, mais Victor avait déjà trouvé sa cible, André Poisson. Car il était clair qu'André cherchait désespérément l'affaire majeure qui ferait passer sa société à la vitesse supérieure. Victor lui a donc demandé de rester pour discuter en privé. Lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux, Victor a commencé à parler des difficultés et des limites d'un emploi au gouvernement. Pour André, l'intention était évidente. Il cherchait à obtenir un pot de vin. Bizarrement, cela a mis le ferrailleur à l'aise.
Pour lui, les pots de vin faisaient partie de la routine des affaires et cela expliquait aussi pourquoi Victor avait organisé la rencontre dans une chambre d'hôtel privée. Ironiquement, le fait que Victor ait demandé un pot de vin a permis à André de croire que l'affaire était bel et bien réelle. André n'a donc eu aucun mal à signer un chèque très généreux pour l'homme qu'il croyait n'être qu'un autre fonctionnaire corrompu. Une fois le ferrailleur parti, Victor a immédiatement encaissé son chèque et pris le premier train pour l'Autriche, satisfait d'un travail parfaitement exécuté. Il a passé les semaines suivantes dans un hôtel de luxe à Vienne, attendant que les journaux parlent de son escroquerie, mais cela n'a jamais été le cas. Il s'est vite rendu compte qu'André avait gardé le silence sur cette affaire par honte et par embarras d'être tombé dans le piège. Après tout, si vous aviez donné un énorme pot de vin à quelqu'un pour remporter un contrat d'achat de la Tour Eiffel pour la ferraille, voudriez-vous vraiment admettre publiquement que vous êtes tombé dans le piège de l'escroquerie? Mais le fait qu'André n'ait pas rendu l'arnaque publique et ne soit pas allé à la police a donné à Victor une nouvelle inspiration. Cela signifiait qu'il pouvait refaire exactement la même chose. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, Victor est retourné à Paris et a répété l'arnaque avec d'autres ferrailleurs. Une fois de plus, il est reparti avec un bon gros chèque. Mais cette fois-ci, sa marque a été signalée à la police. Une fois l'histoire révélée, Victor a jugé préférable de ne pas tenter le sort et est rentré aux États-Unis. Le fait qu'il ait pu le faire plus d'une fois montre bien pourquoi les escrocs s'en tirent souvent à bon compte pendant si longtemps. Les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Une fois de retour en Amérique, Victor n'avait pas l'intention d'arrêter ses activités. On raconte qu'il a même escroqué le célèbre mafieux Al Capone. Victor a dit à Al Capone qu'il avait besoin de 50 000 $ pour financer une escroquerie et qu'il pouvait doubler l'argent d'Al Capone en seulement 2 mois. Cependant, Victor a ensuite rendu la totalité de l'argent à Al Capone en disant que l'escroquerie avait mal tourné. Al Capone a été impressionné par son honnêteté et lui a remis 5 000 $. Bien sûr, c'était le plan de Victor depuis le début. Il n'avait jamais eu l'intention de faire autre chose que de rendre l'argent à Al Capone dans l'espoir d'une récompense. Les choses ont commencé à devenir un peu difficiles pour Victor lorsque la Grande Dépression a frappé l'Amérique et il a recommencé avec son business de faux billets. En 1931, Victor escroque un shérif du Texas avec l'arnaque de la tirelire. Lorsque le shérif s'est rendu compte qu'il avait été dupé, il a traqué Victor jusqu'à Chicago et l'a menacé avec une arme. Mais Victor a toujours été un beau parleur même sous la pression et il a simplement expliqué que la machine était probablement défectueuse. Il s'est excusé auprès du shérif et lui a offert 50 000 $ de dédommagement, soit le double de ce qu'il avait payé pour la machine. Le shérif s'en va tout heureux, mais découvre plus tard qu'il s'est encore fait avoir car on lui a donné de la fausse monnaie. C'est la première grosse erreur de Victor car elle lui vaut d'être repéré par les services secrets. Dans les années qui ont suivi, Victor et l'un de ses amis avaient fabriqué pour plus d'1 million de $ de faux billets difficiles à tracer qui avaient déjà été distribués au public. En 1934, une équipe spéciale a donc été constituée pour attraper Victor. Elle était composée d'agents des services secrets et du département du Trésor, d'officiers de police de New York et de policiers de l'État. Cependant, c'est finalement un tuyau anonyme qui a conduit à la capture de Victor en mai 1935, lorsque quelqu'un a donné aux autorités l'adresse du quartier général de Victor, spécialisé dans la contrefaçon. Puis le 10 mai, la police a intercepté un appel indiquant que Victor lui-même arriverait à une certaine heure et les autorités se sont donc assurées d'être là pour l'arrêter lorsqu'il se présenterait. Victor a été amené en prison, mais de qui la police tenait-elle cette information? Beaucoup pensent que le tuyau anonyme venait de Billy May, la femme avec laquelle Victor avait eu une liaison. Mais apparemment, après que Victor l'a quittée pour une nouvelle partenaire, elle a donné le tuyau à la police par colère et jalousie. En septembre de la même année, Victor a ajouté un dernier exploit à son CV criminel déjà remarquable en s'évadant du centre de détention fédéral de Manhattan. Il avait fabriqué une corde de 15 mètres avec des draps de lit et coupé ses barreaux à l'aide d'une pince que quelqu'un avait fait entrer clandestinement pour lui. Alors qu'il descendait le long du bâtiment à l'aide de cette corde en drap de lit, il a fait semblant d'être un laveur de vitres, essuyant nonchalamment les fenêtres pendant qu'il descendait pour ne pas donner l'impression qu'il s'évadait. Confiant comme toujours, Victor a même laissé une note sur son oreiller pour narguer les gardiens au sujet de son évasion. Malheureusement pour Victor, sa réputation était telle qu'on a consacré beaucoup de ressources à le retrouver et il a été arrêté moins d'1 mois après s'être évadé du centre de détention. Cette fois, il n'y a aucune chance d'évasion car Victor est condamné à 20 ans de prison sur la redoutable île d'Alcatraz, l'ultime prison de haute sécurité. Techniquement, ce n'est pas Victor Lustig qui a été condamné,
car à ce moment-là, il utilisait le pseudonyme de Robert Miller. D'aucuns pensent que Robert était peut-être son vrai nom, que les autorités avaient réussi à découvrir. Il a passé le reste de sa vie derrière les barreaux et se plaignait souvent aux gardiens d'Alcatraz d'une maladie dont il souffrait, mais ceux-ci pensaient qu'il faisait semblant. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas le cas. Il est mort d'une pneumonie le 11 mars 1947 à l'âge de 57 ans.